Bonjour, je suis Laurent Monassier, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine, maïeutique et des métiers de la santé et exerçant au sein du département universitaire de pharmacologie, addictologie, toxicologie et thérapeutique de Strasbourg. Dans ce petit cours, nous allons faire un bref survol des principales classes de médicaments dermatologiques. La dermatologie est une discipline qui utilise énormément les thérapeutiques médicamenteuses. Vous voyez sur cette diapositive un petit résumé de tout ce qu'on peut trouver à la fois sous la forme de topiques, c'est-à-dire de produits qu'on va appliquer directement sur la peau, ou de médicaments administrables par voie générale. Je n'ai à dessein pas ajouté sur cette diapositive des médicaments appartenant à la classe des biothérapies qui ont totalement bouleversé la prise en charge de certaines maladies, en particulier inflammatoires chroniques affectant la peau. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à quelques-unes de ces classes. En particulier, on va s'intéresser à la prise en charge de certains phénomènes infectieux et à la prise en charge de l'acné. Alors plus exactement, nous allons voir les anti-inflammatoires, stéroïdiens en particulier, les anti-acnéiques, les antihistaminiques et évoquerons le problème de l'antibiothérapie locale. Commençons par l'antibiothérapie locale. Alors par définition, un antibiotique est une substance, qu'elle soit d'origine naturelle, de synthèse ou d'hémisynthèse, c'est-à-dire qu'on a modifié la structure d'un produit d'origine naturelle pour en améliorer les propriétés pharmacodynamiques, pharmacocinétiques, et qui est destiné à lutter contre des bactéries, ça c'est évident, mais j'ai rajouté un élément tout à fait majeur, des bactéries pathogènes. Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'antibiothérapie cutanée, eh bien on souhaiterait n'atteindre que des bactéries pathogènes et laisser les bactéries normales de la flore saprophyte. Alors certains antibiotiques sont aussi des antiparasitaires. Alors la peau est normalement colonisée par une flore commensale, qui constitue son écologie physiologique. Cette flore a deux fonctions. La première, c'est de s'autoréguler, en particulier en contrôlant sa propre prolifération. Mais elle a aussi pour objectif de prévenir la contamination par des espèces qui sont franchement pathogènes. La flore résidente est composée de divers types de staphylocoques, comme les staphylocoques epidermidis, de diverses corynébactéries, de Propionibacterium acnes, qui est l'agent responsable de l'acné, dont on voit qu'il est résident et peut devenir à l'occasion pathogène, ce qui s'appelle un germe opportuniste, ou Acinetobacter. Il existe aussi une flore transitoire qui vient et disparaît parce qu'elle est régulée par les espèces commensales. Flore transitoire composée de diverses entérobactéries, en particulier en provenance du tube digestif, Staphylococcus aureus et Pseudomonas. Ce sont des exemples de ces bactéries appartenant à une flore dite transitoire. La flore commensale a d'importantes variations topographiques, puisque vous voyez qu'on la trouve beaucoup au niveau du visage, de l'ensemble de la tête, des creux axillaires, autour du nombril, bien entendu autour du scrotum, autour de l'anus, sur les mains et sur les pieds. Elle peut comprendre de 10 puissance 2 à 10 puissance 5 bactéries par centimètre carré, avec des variations de densité de germes en fonction des os. Sur les mains, on va trouver une flore transitoire qui peut être extrêmement mouvante au gré des transmissions, en particulier en fonction de ce qu'on touche, et mains sur lesquelles on peut retrouver des germes pathogènes, en particulier lors de l'activité hospitalière. Alors il y a une question fondamentale qui est de savoir si l'on doit utiliser une antibiothérapie locale sur la peau. On va essayer de réfléchir l'antibiothérapie non pas comme un agent susceptible de tuer une bactérie pathogène et purement elle, mais aussi en tant que produit susceptible de déséquilibrer une flore
et en se demandant quelles sont les conséquences de ce déséquilibrage. Alors au départ, c'est la partie gauche de la diapositive, on trouve une flore commensale. Tout va bien. S'invite à un agent pathogène. On se retrouve donc dans une situation plus ou moins équilibrée où cohabitent le pathogène et la flore commensale. Alors ce pathogène peut très bien être purement transitoire, contrôlé par la flore commensale, ou proliférer et prendre une proportion trop importante, conduisant au développement d'un phénomène pathologique. La première chose à faire est d'identifier la cause de ce déséquilibre, pour pouvoir la traiter et pour pouvoir rééquilibrer la flore. Cela va nécessiter, avant tout, des mesures d'hygiène cutanée. Alors que penser d'un antibiotique local ? Bien, sachons qu'il est rarement efficace, que son spectre est souvent suffisamment large pour atteindre en même temps la flore commensale. Ceci favorise le passage des infections à la chronicité et permet le développement de pathologies opportunistes, en particulier impliquant des champignons comme Candida albicans. Et puis finalement, l'antibiothérapie locale peut conduire à la sélection de souches résistantes. Alors cela veut dire que l'hygiène cutanée doit être la règle, c'est le traitement de première ligne, et si l'on veut utiliser une antibiothérapie cutanée, il va falloir bien cibler le germe et l'indication thérapeutique. Alors de quels antibiotiques dispose-t-on par voie locale ? Alors, le premier produit est un médicament strictement réservé à la peau, il s'agit de la mupirocine. La mupirocine est un analogue structural développé à partir de l'acide monique, extrait de la fermentation de Pseudomonas fluorescente. On a rajouté sur l'acide monique une chaîne grasse qui permet à la molécule, du fait du coup de ses caractéristiques de liposolubilité, d'être séquestrée dans le compartiment cutané. Cet antibiotique est dirigé contre des aérobies gram-positifs comme les staphylocoques dorés ou les streptocoques bêta-hémolytiques. Les résistances sont faibles vis-à-vis de cet antibiotique. Sur le plan mécanistique, il s'agit d'un inhibiteur de synthèse protéique et son intérêt réside essentiellement dans sa séquestration cutanée superficielle longue à de fortes concentrations, donc permettant d'agir pendant longtemps sur le germe concerné par l'infection. Alors on dispose aussi d'antibiotiques administrables par voie locale et par voie systémique comme l'acide fusidique et les cyclines. Alors l'intérêt d'une forme locale est toujours d'obtenir une concentration élevée de produits dans la peau, ce qui permet d'avoir l'efficacité thérapeutique, mais en même temps de limiter l'émergence de résistance. L'acide fusidique, commercialisé par voie locale et systémique sous le nom de fusidine, est un antistaphylococcique, utilisable aussi pour traiter des infections impliquant des germes anaérobies comme les Clostridies, Peptostreptococcus ou l'agent infectieux de l'acné, Propionibacterium acnes. Classiquement, les résistances vis-à-vis de cet antibiotique sont rapides in vitro, c'est nettement moins évident in vivo, en particulier pour les staphylocoques dorés. La chlortétracycline, commercialisée uniquement par voie locale sous le nom d'oréomycine, est un antibiotique à spectre large. Alors de manière générale, le spectre des cyclines s'est fortement réduit du fait d'une utilisation trop abondante. Dans ce spectre, on trouve actuellement des staphylocoques et l'agent infectieux de l'acné. Alors dans l'acné, on aurait probablement envie de donner à la fois un rétinoïde et une cycline systémique. Alors il ne faut surtout pas le faire, je l'ai entouré de jaune car c'est important. L'association de ces deux médicaments expose à un risque d'effet indésirable grave qui est une hypertension intracrânienne. Alors quelles sont les indications d'une antibiothérapie locale et comment l'utiliser au mieux ? Eh bien, certaines dermatoses et plaies surinfectées, comme ici un impétigo, peuvent justifier d'une antibiothérapie locale. On considère que celle-ci doit être débutée si la surface cutanée atteinte est inférieure à 2% de la surface corporelle. On prend comme référence la paume de la main correspondant à peu près 1% de la surface corporelle. Donc 2 paumes de main égale
antibiothérapie systémique. S'il y a avec cela moins de 5 sites lésionnels actifs et pas d'extension rapide, donc une infection cutanée peu étendue avec peu de sites lésionnels et qui ne progresse pas trop rapidement, on peut utiliser une antibiothérapie locale seule. Il va de toute façon falloir, dans ce cas d'un impétigo, éradiquer le portage des staphylocoques dorés pour la prévention des infections récidivantes, en particulier faire une antibiothérapie locale dans les fosses nasales et sur d'autres sites cutanéo-muqueux impliqués. Alors une folliculite superficielle, un furoncle, c'est pas d'antibiothérapie locale. Ces lésions sont enquistées, il faut les collecter, puis les drainer. Aucune indication à mettre un antibiotique là-dessus. Alors voici un bel exemple de pathologie très fréquemment recouverte de crème antibiotique. Il s'agit du kyste pilonidal. Le kyste pilonidal est une pathologie qui se développe aux dépens de petits vestiges embryonnaires qui sont des petits canaux qui vont du haut du sillon interfécier jusqu'au sacrum. À l'occasion d'un poil incarné, des agents infectieux peuvent rentrer dedans, filer jusqu'à la graisse sacrée et y proliférer. L'individu arrive souvent aux urgences chirurgicales avec des douleurs pulsatiles, il ne peut plus s'asseoir, il a mal en permanence, et on va faire le diagnostic très facilement en écartant le sillon interfécier, c'est là que l'on voit les petits orifices, si on appuie dessus, souvent il y a un peu de pus qui sort. Alors le traitement est chirurgical, il faut absolument drainer, on peut comme cela sortir 500 à 700 cc de pus, et du coup bien évidemment la crème antibiotique n'a strictement aucun intérêt. Alors voyons quelques règles en matière d'antibiothérapie locale et de traitement des infections cutanées. Alors la première règle, c'est que les soins d'hygiène sont au premier plan. Quelle que soit l'étendue des lésions, il faut laver avec du savon et que le fait de décoller les bactéries, qui sont éliminées par le rinçage, va permettre, dans la grande majorité des cas, de permettre à la flore commensale de reprendre le dessus. Alors on peut se poser la question de la place des antiseptiques. Rien n'est vraiment démontré, quelle que soit la pathologie. Certains antiseptiques peuvent diffuser de manière systémique, certains sont irritants localement. Ils ont des spectres larges, mais ont néanmoins l'avantage que les germes n'y résistent pas. Donc on peut se rassurer, si c'est un peu important, pourquoi pas, c'est pas forcément indispensable. Toujours soins d'hygiène au premier plan. Alors du coup, quelle est la place de l'antibiothérapie ? Eh bien, si c'est nécessaire, on va pouvoir, lorsque l'infection est localisée, que le diagnostic est tout à fait précis, on va pouvoir disposer de 3 antibiotiques à application locale. Alors voyons maintenant les anti-inflammatoires avec un focus particulier sur les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est-à-dire les glucocorticoïdes, ici à indication dermatologique. Les glucocorticoïdes agissent sur une voie de biosynthèse qui est la voie de biosynthèse des prostanoïdes. Alors, les prostanoïdes, ce sont des médiateurs lipidiques qui dérivent de l'acide arachidonique sous l'action d'enzymes qu'on appelle les cyclooxygénases. L'acide arachidonique provient de la dégradation enzymatique des lipides membranaires, plus exactement des phospholipides membranaires, par une enzyme qui s'appelle la phospholipase A2. Les glucocorticoïdes vont couper cette voie en induisant un peptide qui s'appelle la lipocortine. Alors, les anti-inflammatoires stéroïdiens ont des tas d'autres effets. On considère qu'ils modifient l'expression du génome d'un leucocyte à hauteur d'à peu près 20%. Vous voyez que c'est tout à fait énorme, donc la lipocortine n'est qu'un des éléments permettant d'expliquer l'effet anti-inflammatoire des glucocorticoïdes.
Dans cette voie qui conduit à la synthèse des prostanoïdes sous l'effet des cyclooxygénases, dont il existe 3 isoformes mais dont 2 sont bien connus pour être impliqués dans l'inflammation, on trouve aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine. Le paracétamol est une molécule particulière qui n'a pas d'effet anti-inflammatoire et bloque la COX-3 préférentiellement. Et puis on dispose aussi d'antagonistes des récepteurs des leucotriènes, essentiellement pour certaines formes particulières de pathologies asthmatiques. Alors diverses cellules produisent des prostanoïdes. On va retrouver des prostanoïdes dans de très nombreux tissus, l'estomac, l'intestin, le poumon, le rein, le cerveau, et de nombreuses cellules vont fabriquer ces prostanoïdes dans des phénomènes pathologiques. On va trouver des polynucléaires neutrophiles, des chondrocytes inflammatoires, mais aussi en physiologie, et c'est en particulier le rôle de la cyclooxygénase de type 1 de fabriquer ces prostanoïdes physiologiques dans les cellules endothéliales rénales, dans les plaquettes sanguines, les cellules glomérulaires rénales, les cellules épithéliales gastriques, et j'ai insisté sur les cellules endothéliales des vaisseaux rénaux, mais c'est le cas dans d'autres vaisseaux, mais on le connaît bien dans le rein, c'est la raison pour laquelle les anti-inflammatoires ont un effet dépresseur sur la fonction rénale parce que diminue la perfusion du rein. Les prostanoïdes ont des effets dans de nombreux organes, ce qui d'ailleurs est bien expliqué par leur profil de production. On a des effets cardiovasculaires. Sur le plan cardiovasculaire, la grande majorité des prostanoïdes sont vasodilatateurs. C'est le cas de la prostaglandine E2, prostaglandine caricaturale de l'inflammation, de la PGI2, qu'on appelle aussi prostacycline et qui est un vasodilatateur. Le thromboxane A2, fabriqué par les plaquettes sanguines, est lui un vasoconstricteur. D'ailleurs, il y a une compétition entre les plaquettes sanguines et les cellules endothéliales, puisque le thromboxane est vasoconstricteur, mais il est aussi proagrégant plaquettaire, alors que l'endothélium est lui vasodilatateur et antiagrégant. Les prostanoïdes, et en particulier la prostaglandine E2, sont des protecteurs de la muqueuse gastrique, puisqu'ils induisent la synthèse de mucus. En pathologie, on va trouver ces prostanoïdes dans le trépied classique de l'inflammation, rougeur, chaleur, œdème, provenant essentiellement de l'effet vasodilatateur local. Les prostanoïdes sont impliqués dans la douleur en abaissant le seuil de réponse des nocicepteurs périphériques. Alors voyons maintenant les corticoïdes à application cutanée, c'est ce qu'on appelle de manière générale les dermocorticoïdes. Alors de manière générale, un corticoïde est un stéroïde, c'est-à-dire une substance dérivée du cholestérol, fabriquée par la corticosurrénale. On trouve deux grandes familles de corticoïdes, les glucocorticoïdes parce qu'ils affectent le métabolisme glucidique, en l'occurrence ils provoquent une intolérance au glucose. Le chef de file naturel est le cortisol, et tous les corticoïdes de synthèse sont des analogues structuraux de cortisol. Et puis on a des corticoïdes qui affectent la balance hydrominérale, ce sont des minéralocorticoïdes, avec comme chef de file l'aldostérone. Alors ce qu'il faut bien comprendre tout de suite, c'est que comme ces deux molécules sont des dérivés du cholestérol, il y a donc des homologies structurales qui expliquent que certains corticoïdes stimulent le récepteur de l'aldostérone. Le cortisol est une molécule liposoluble qui traverse la membrane des cellules. En entrant dans la cellule, elle rencontre un récepteur cytoplasmique qui est constitutivement retenu dans le cytoplasme par la présence d'une protéine qui s'appelle HSP, HSP pour Heat Shock Protein, c'est une protéine de choc thermique. La fixation du cortisol va dégager l'HSP et permettre la translocation nucléaire du récepteur avec son ligand fixé dessus, récepteur qui va se fixer sur des glucocorticoïdes response elements, GRE, pour induire et réprimer des gènes. Les effets sont extrêmement importants, il y a d'ailleurs d'autres mécanismes d'action de ces corticoïdes dans lesquels je ne rentrerai pas, mais focalisons-nous juste sur ce mode d'action. Alors une fois qu'on a compris ce mode d'action tout à fait simplifié, eh bien on comprend que la puissance d'un glucocorticoïde va dépendre de son affinité pour le récepteur
et ce qui va avec son affinité de son temps de rétention nucléaire, puisque plus il est dans le noyau, plus il va pouvoir aller moduler des gènes, en plus ou en moins, activés ou réprimés. Et puis ça dépend aussi d'un critère pharmacocinétique qui est son temps de demi-vie d'élimination. Alors plutôt que d'aller regarder produit par produit ces différentes caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, essayons de regarder de manière schématique la puissance des glucocorticoïdes. Alors si on prend comme molécule de référence la cortisone, avec une puissance de 1, vous voyez que l'hydrocortisone est identique, et qu'ensuite on passe sur des molécules de puissance supérieure. Alors les molécules qui se terminent par nisone, nisolone, sont des molécules qui ont des puissances de 4 à 5 fois la puissance de l'hydrocortisone. On va trouver comme cela des molécules tout à fait classiques, le soluprel, la prednisolone, très couramment utilisée, la triamcinolone, Kenacort, utilisée en particulier pour la prévention des réactions allergiques. Et puis on a des super corticoïdes, la dexaméthasone, la bêtaméthasone, c'est-à-dire les méthasones, qui ont des puissances de 25 fois la puissance de l'hydrocortisone. Donc on a ainsi des corticoïdes faibles, et puis des corticoïdes forts et des très forts. Alors ces molécules exposent à de nombreux effets indésirables, et c'est valable aussi pour les formes cutanées, parce qu'il faut bien comprendre que comme les molécules sont liposolubles, elles traversent facilement la peau, et vont donc se retrouver en systémique. Or comme ce sont des molécules parfois extrêmement puissantes, même si peu de produits passent en systémique, on peut avoir de grosses répercussions. Alors les effets indésirables systémiques sont l'immunodépression, exposant l'individu à un risque infectieux, immunodépression qu'on peut exploiter par exemple dans la prévention du rejet d'organes. Ostéoporose, modification du métabolisme phosphocalcique, avec des problèmes de fracture, de troubles de croissance. Des troubles métaboliques, en particulier des troubles du métabolisme glycidique, évolution vers un profil de diabétique de type 2. Rétention hydrosodée pour les molécules qui vont activer le récepteur de l'aldostérone, avec de manière tout à fait typique une hypertension artérielle associée à une hypokaliémie. L'hypokaliémie est quasi typique en cas d'hypertension artérielle. La fragilité cutanée, peau fine, hématome, et une inhibition plus ou moins forte en fonction des produits et surtout de la dose et de la durée de l'axe corticotrope, c'est-à-dire une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec un arrêt qui peut être complet de la synthèse endogène de cortisol. Ceci va nécessiter un arrêt progressif de la corticothérapie pour éviter une insuffisance surrénalienne aiguë. Alors, la question qu'on peut se poser est de savoir pourquoi utiliser un dermocorticoïde. Alors le concept, au moins sur le plan théorique, c'est que l'application serait strictement locale. Alors je pense que c'est vraiment théorique, parce que le produit traverse facilement la peau. Ceci devrait limiter les effets indésirables. Il y a quand même un avantage, c'est qu'en appliquant sur la peau, la concentration de produit va être très forte sur le site d'application. Et ça, c'est vraiment un intérêt de l'application d'une forme locale par rapport à une forme systémique. Alors attention aux applications fréquentes sur des zones très vascularisées, et je vous rappelle qu'en cas d'inflammation cutanée, on augmente la biodisponibilité transcutanée des produits. Et puis bien sûr, en particulier pour les enfants, sur les grandes surfaces. Alors on a vu tout à l'heure que les corticoïdes ont des puissances différentes. Alors ceci a conduit Mackenzie à établir un test de puissance pour évaluer la puissance des dermocorticoïdes. C'est un test de blanchiment de la peau lorsqu'on applique le dermocorticoïde. Et ce test permet de déterminer des dermocorticoïdes très forts, forts, modérés et faibles. Donc j'ai mis là quelques exemples dans ces 4 catégories qui pourraient quasiment pour vous être des produits, je dirais, caisse à outils, c'est-à-dire les molécules que vous mémorisez pour votre pratique médicale. Prototype du corticoïde cutané faible, c'est l'hydrocortisone.
C'est pour ça qu'on trouve de l'hydrocortisone en vente libre, en automédication, parce qu'on a mis sur le marché de l'automédication le produit le moins puissant de la famille. Modéré, le difluprednate. Fort, la bêta-méthasone, vous vous rappelez, 25 fois la puissance de l'hydrocortisone, et le clobétasol, commercialisé sous le nom de Dermoval, qui est un dermocorticoïde très fort. Alors je voulais faire une petite parenthèse sur le problème du dopage et de l'utilisation des dermocorticoïdes. Il existe en effet des molécules commercialisées par voie locale, cutanée, et par voie systémique. Rien de plus simple pour un sportif que de venir vous voir en revendiquant un besoin thérapeutique particulier par un dermocorticoïde spécial. Et il dit par exemple, voilà, moi j'ai absolument besoin de Pévisone, parce que c'est de la triamcinolone locale qui marche très bien pour moi. Vous lui faites une ordonnance, et lui ne va jamais acheter la Pévisone, mais s'injecte du Kenacort. Si jamais on trouve de la triamcinolone dans ses urines, il va dire, eh bien, c'est le dermocorticoïde, puisque, comme chacun sait, la molécule traverse la peau, et c'est pour ça qu'on en retrouve dans mes urines. Alors qu'en réalité, il se dope avec. Il en est de même de la bêta-méthasone, commercialisée pour la peau sous le nom de Betneval, mais qui est aussi administrable par voie systémique, betnézol en injectable, et bêta-méthasone biogarant sous la forme de comprimés. Morale de l'histoire, si vous pouvez éviter de prescrire une molécule qui existe sous forme systémique quand vous prescrivez un dermocorticoïde à un sportif, ça vous évitera de vous retrouver dans une sale histoire de contrôle antidopage anormal. Alors d'ailleurs, à ce propos, comment rapidement savoir qu'un médicament contient une substance interdite? Rien de plus simple, vous allez sur le site de l'Agence française de lutte antidopage, vous entrez par exemple le nom du Kenacort retard, et vous retrouvez avec une petite fiche Kenacort retard 40 mg par millilitre en suspension injectable, statut médicament contenant une substance interdite en compétition. Ça prend 3 clics de souris, c'est rapide et ça vous évite d'être embêté. Alors voyons maintenant les médicaments contre l'acné ou les anti-acnéiques. Alors avant de voir les médicaments, on va s'intéresser un peu à la physiopathologie. L'acné, c'est une maladie du follicule pilosébacé. Le follicule pilosébacé, c'est tout l'appareil qui contient la base du poil, le poil et les glandes annexées, en particulier ce qu'on voit là en 5A, qui sont les glandes sébacées. L'acné, c'est un processus qui va se dérouler en 3 étapes. Il y a tout d'abord une hypersécrétion sébacée, qui est sous contrôle androgénique. Donc on sécrète beaucoup de sébum, et les garçons font plus de sébum que les filles. Puis se produit une kératinisation de l'infundibulum, c'est-à-dire que l'orifice se bouche, ce qui veut dire que la glande sébacée continue à sécréter dans un canal dont l'orifice est obstrué. Alors on a des comédons dits ouverts, c'est les points noirs, et puis des comédons fermés, qui sont des microkystes, parce que dans le cas du comédon fermé, il n'y a pas d'évacuation possible. Et au milieu de tout ça, comme ça ne se draine pas, eh bien Propionibacterium acnes prolifère, provoquant des lésions plus ou moins kystiques, inflammatoires, sous la forme de papules, pustules et nodules. Alors une fois qu'on a compris la physiopathologie, comment traiter le problème? Bien, le premier problème à traiter, c'est l'hypersécrétion sébacée stimulée par la testostérone. On a pour cela des antagonistes de la testostérone et des dérivés de la vitamine A, ce qu'on appelle les rétinoïdes. On va en reparler tout de suite. Deuxième chose qu'il faut traiter, c'est la kératinisation infundibulaire. Et troisièmement, traiter l'inflammation. Alors l'inflammation, on va lui régler son compte, c'est essentiellement des soins d'hygiène, des antibiotiques si c'est vraiment important, du peroxyde de benzoïle et toujours des rétinoïdes, les dérivés de la vitamine A. La stratégie dépendant du stade de la pathologie. Il faut éviter l'alcool, éviter les antiseptiques en général qui ne servent pas à grand chose,
Et puis on peut compléter par une photoprotection avec un écran solaire, ce qui permet de diminuer l'inflammation. L'hormonothérapie anti-testostérone est bien entendu le traitement de la femme. On ne va pas empêcher l'effet de la testostérone chez un adolescent garçon. Alors comment on peut faire? Première possibilité, c'est d'utiliser un progestatif qui est faiblement androgénique, c'est-à-dire au moins essayer de ne pas stimuler le système. Alors on a pour ça des progestatifs de troisième génération qui sont peu androgéniques mais qui exposent à un risque thromboembolique. On peut utiliser une association œstroprogestative qui a des effets anti-androgéniques, c'est-à-dire contenant par exemple de l'acétate de chlormadinone, c'est Bellara. Et puis il y a tout le problème des pilules à l'acétate de cyprotérone. Il y a eu un énorme débat, vous voyez, retrait des médicaments à partir du 21 mai 2013, puis au mois de septembre c'est revenu. On a actuellement des pilules contenant de l'acétate de cyprotérone, Diane 35, Evepar, Minerva 35, qui sont des pilules qu'on doit réserver à de l'acné invalidante pour des périodes courtes, et c'est là qu'était le problème, parce qu'on s'est retrouvé avec des médecins qui les utilisaient, qui les prescrivaient longtemps, parce qu'elles exposent à un risque cardiovasculaire. Donc, on peut, si c'est invalidant et si c'est pour une période courte. S'il y a d'authentiques signes cliniques d'hyperandrogénie, et quand on a fait le bilan complet de cette hyperandrogénie, on peut recourir à de l'acétate de cyprotérone, donc un antagoniste du récepteur de la testostérone pure, et éventuellement de la spironolactone, qui est un diurétique dit d'épargne potassique et qui a comme propriété, entre autres, de bloquer le récepteur des androgènes, mais c'est une utilisation qui est hors AMF. Alors voyons maintenant les dérivés de la vitamine A dans l'acné. C'est l'adapalène, l'isotrétinoine, c'est ce qu'on appelle de manière générale les rétinoïdes. On peut les avoir sous forme topique, application cutanée. Le fameux Roaccutane existe toujours, mais exclusivement en application cutanée. Et puis on peut utiliser des rétinoïdes par voie systémique. C'est l'isotrétinoine oral, avec des spécialités comme acné-trait, contre-acné, cure-acné, procutin. Alors comment fonctionne un rétinoïde dans la peau? Eh bien les rétinoïdes vont aller activer RAR. RAR pour rétinoïde acide récepteur. RAR est un récepteur nucléaire qui fonctionne sous la forme d'hétérodimère avec RXR, qui est le rétinoïde X-récepteur. Alors il y a 3 gènes, 3 types, RAR alpha, bêta et gamma, peu importe. Dans la peau, à 90%, c'est RAR gamma qui est exprimé. L'activation de ce récepteur RAR gamma par un rétinoïde va provoquer toute une myriade d'effets génomiques et non génomiques. On ne va pas entrer dans les détails parce que ça nous conduirait trop loin, mais en tout cas dans la peau, on va voir une prolifération des kératinocytes, qui peut paraître paradoxal parce que si les kératinocytes prolifèrent, peut-être qu'on ferme l'isthme, mais en fait en même temps, on va différencier les cellules sébacées en kératinocytes, c'est-à-dire qu'on éteint la sécrétion des glandes sébacées. En gros, on dessèche la peau en tarissant cette sécrétion. Et puis dans le derme, les agonistes de RAR ont des effets anti-inflammatoires. Alors les principaux risques de ces rétinoïdes, c'est tout d'abord la sécheresse de la peau. Ça découle du mode d'action, et quand on les donne par voie systémique, on va pouvoir dessécher à la fois la peau et les muqueuses, comme la muqueuse du nez ou la muqueuse oculaire. Et puis vous voyez que ce sont des produits dangereux. Anémie, thrombopénie, leucopénie, donc toxicité pour la moelle osseuse, des céphalées, risque d'hypertension intracrânienne, je l'ai déjà dit dans ce cours, majoré par l'utilisation de tétracycline systémique, toxicité hépatique avec élévation des transaminases, troubles métaboliques à type de dyslipidémie avec augmentation des triglycérides, une baisse du bon cholestérol, le HDL cholestérol, et puis des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des douleurs dorsales,
Tout ceci provenant de l'expression très ubiquitaire du récepteur RR. Cela veut dire qu'il va falloir mettre en place toute une cohorte de méthodes de surveillance du traitement. Alors si on ne devait retenir que cela, il y a deux messages clés sur la dérivée de la vitamine A. Un, ce sont des produits efficaces dans le traitement de l'acné et d'autres pathologies comme le psoriasis. Et attention, ces produits sont fortement tératogènes. On compte à peu près 30% de malformations, englobant les plus minimes aux plus graves, c'est-à-dire que ce produit ne doit jamais être administré au premier trimestre de la grossesse. D'ailleurs, c'est contre-indiqué pendant la grossesse, tout simplement, et une administration involontaire doit conduire à une surveillance renforcée. Alors pour terminer ce petit cours de survol des médicaments dermatologiques, nous allons maintenant voir les antihistaminiques. Alors l'histamine est un médiateur qui intervient dans de nombreux phénomènes, la sécrétion acide gastrique, la vigilance et des manifestations allergiques. Alors l'histamine tire son nom de histos en grec, qui veut dire tissu. Cela veut dire qu'on trouve de l'histamine dans la quasi-totalité des tissus de l'organisme. Elle est formée à partir d'histidine sous l'action de l'histidine décarboxylase, puis dégradée en catabolite inactif par la diaminoxydase N-méthyltransférase. Certains tissus sont particulièrement riches, comme les poumons, le foie et la peau. C'est le mastocyte qui est la cellule principalement libératrice d'histamine. A noter qu'il y a aussi de l'histamine dans le système nerveux central et que cette histamine contribue au système d'éveil. Dans le sang, on va surtout trouver de l'histamine dans les polynucléaires basophiles puisqu'on rencontre très rarement des mastocytes dans le sang circulant. Les cellules entérochromaffines gastriques en contiennent aussi, c'est le rôle de l'histamine dans la régulation de la sécrétion acide par les cellules pariétales gastriques. Alors comment peut-on bloquer les effets de l'histamine ? Bien, on peut empêcher sa synthèse avec des inhibiteurs de l'histidine décarboxylase, on peut empêcher les mastocytes de se dégranuler, on va juste ici parler des antagonistes des récepteurs H1. Alors avant de les voir plus en détail, on va se rappeler qu'il y a 4 récepteurs principaux de l'histamine, de H1 à H4, et que les deux H1 et H2 sont ceux que l'on cible en thérapeutique. Les récepteurs H1 sont impliqués dans un ralentissement de la conduction cardiaque, dans une vasodilatation globale sur l'ensemble des artères de l'organisme, avec la particularité d'être un vasoconstricteur coronaire. On va pouvoir contracter des fibres musculaires lisses en dehors du système vasculaire et en particulier dans le tube digestif. Aucun effet sur la sécrétion gastrique. Ce sont les récepteurs H2 qui s'en occupent. Dans l'allergie, les récepteurs H1 sont particulièrement impliqués avec une augmentation de la perméabilité capillaire. Dans les effets de l'histamine, les effets centraux, en particulier la stimulation de la vigilance, c'est les récepteurs H1. On a aussi une implication dans une réduction de l'appétit. Les récepteurs H2 sont exprimés dans le cœur, responsables d'un effet inotrope et chronotrope positif, vasodilatation, relâchement des fibres lisses, augmentation de la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac, et on va cibler les récepteurs H2 avec des antagonistes compétitifs sélectifs des récepteurs H2, peut-être des effets immunorégulateurs, une hyperpolarisation des neurones. Donc finalement, c'est assez dichotomique. On va retenir que le H2, c'est l'estomac, et le H1, c'est l'éveil et l'allergie. Alors voyons maintenant les antihistaminiques dirigés spécifiquement contre les récepteurs H1. Alors ces médicaments sont des antagonistes compétitifs et sélectifs des récepteurs H1. Cela veut dire qu'ils se fixent sur les récepteurs et n'y provoquent rien quand l'histamine n'est pas là, mais que par contre, si l'histamine est libérée, les récepteurs sont bloqués. A l'inverse,
Si on a une réaction allergique avec de l'histamine libérée, l'antihistaminique va venir entrer en compétition avec l'histamine et la chasser de ses sites de liaison. Ainsi, un antihistaminique peut être utilisé en préventif et en curatif d'une réaction allergique. Ils vont prévenir la vasodilatation et l'œdème. Alors certains produits, en particulier ceux qu'on appelle de première génération, sont en plus alpha-bloquants et atropiniques, c'est-à-dire bloquent des récepteurs muscaréniques de l'acétylcholine. Leurs indications thérapeutiques sont le domaine des manifestations allergiques, en particulier cutanéo-muqueuses, rhume des foins, conjonctivite, urticaire. Et puis on va pouvoir prévenir les effets dits anaphylactoïdes de certains médicaments. Les réactions anaphylactoïdes proviennent d'une histaminolibération provoquée par des médicaments qu'on appelle des histaminolibérateurs. On va en particulier en trouver dans le domaine de l'anesthésie, avec les curares, les morphiniques. L'atropine est aussi un histaminolibérateur, et puis la polyvinylpyrrolidone, qui est la molécule porteuse de l'iode dans la bétadine, peut provoquer une histaminolibération. Alors ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation préalable. C'est un effet direct sur les mastocytes. Donc ensuite on dit que des gens sont allergiques à l'iode, en réalité ils ne sont absolument pas allergiques, ils ont fait une histaminolibération à la polyvinylpyrrolidone. Les antihistaminiques sont classés en deux catégories, les produits de première génération, les plus anciennes molécules, et les produits de deuxième génération. Les produits de première génération sont des dérivés d'antipsychotiques, et ils en possèdent un certain nombre de propriétés pharmacologiques, en particulier d'être des alpha-bloqueurs, pourvoyeurs d'hypotension orthostatique, et d'être anticholinergiques avec tous les effets indésirables inhérents au blocage des récepteurs muscaréniques de l'acétylcholine. On va les revoir tout de suite. Alors voilà quelques produits, la limémazine, commercialisée sous le nom de Theralène, ou la dexchlorphéniramine, commercialisée sous le nom de Polaramine. Ces produits clairement sont sédatifs. On a le diménidrate, qui est le nausicalme antihistaminique proposé dans la prévention du mal des transports, parce que justement il est anticholinergique, et que de fait il permet de prévenir les nausées. Les produits de deuxième génération passent moins la barrière hématoencéphalique, voire pas du tout, ce qui explique qu'ils ne soient pas sédatifs, ils ne sont pas non plus anticholinergiques, et voilà quelques produits comme la cétirizine ou la desloratadine. Alors, au rang des effets indésirables, on trouve pour les produits de première génération des problèmes de somnolence, ce qui peut poser des problèmes pour la conduite de véhicule. Et puis, si un individu fait une réaction anaphylactique, eh bien, il a un produit qui bloque les récepteurs alpha-adrénergiques, ce qui peut poser des problèmes pour remonter la tension lorsqu'on injecte de l'adrénaline. Ils sont atropiniques. Alors, les effets atropiniques, c'est une tachycardie, une sécheresse buccale, une rétention urinaire, une mydriase avec des troubles de l'accommodation. On peut être allergique à un anti-allergique, il n'y a pas de raison, on peut faire des anticorps contre. Donc il ne faut pas être surpris d'avoir un antihistaminique qui pérennise une situation allergique parce que tout simplement l'individu est devenu allergique au médicament qui est censé le soigner. Alors pour ce qui concerne la grossesse, qui est une question fréquemment posée, eh bien le principe de précaution a été levé. On peut donner sans problème des antihistaminiques aux femmes enceintes en privilégiant les produits de deuxième génération. Et ceci termine ce petit cours, ce bref survol, de quelques catégories de médicaments dermatologiques.